Vendredi 12 avril 2019, c'est le dernier numéro du Grand Rendez-vous pour cette semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous préférer. Quel temps fera-t-il demain? On le découvre ensemble avec la météo. Quatre rubriques au menu ce soir. Ils nous permettent de respirer de l'air pur. Les espaces verts sont très utiles, mais comment les entretenir? La réponse est dans Nature et Bien-être. Ce sera avec Heureuse Danandé et son invité. L'expert aujourd'hui s'intéresse à l'hygiène numérique. Restez donc câblés pour apprendre comment se comporter sur Internet. C'est d'ailleurs une question de survie. Loin d'être seulement des acteurs de joie, les artistes sont aussi là pour informer la société sur les mots qui la minent. Nous recevons donc pour vous ce soir dans Horizon Culture une artiste pour en parler. Les femmes ont toujours un attachement particulier pour leurs cheveux. Se coiffer, se tresser rime parfois avec perte de cheveux, une situation qui peut se révéler très stressante pour la femme. On en parle dans Beauté au pluriel. Le Grand Rendez-vous, c'est aussi journal et Amandine Agnambossou nous revient ce soir et signe son grand retour sur le Grand Rendez-vous. Amandine Agnambossou, bonsoir. Bonsoir à vous, Agnat Bello. Comment vous allez? Ça va très bien chez vous. C'est un plaisir de vous retrouver. Nous vous laissons pour la présentation des titres. Merci beaucoup à vous, Agnat Bello. Au menu du journal ce soir, le département de sociologie et anthropologie de l'Université d'Abomey-Calavi honore plusieurs de ses enseignants. Un colloque a été organisé pour rendre hommage surtout au père fondateur du département, le professeur Honora Aguessi. Nous parlerons également de l'endométriose, une maladie gynécologique qui touche une femme sur 10. Les femmes le confondent souvent aux règles douloureuses. Et puis, nous irons à la découverte des femmes écailleuses de poissons. On les retrouve dans tous les marchés de Cotonou. Une activité pas facile, mais génératrice de bénéfices. Voilà, Agnat Bello, le menu du 19h45 de ce soir. Amandine Agnambossou, on a hâte de vous retrouver à 19h45 exactement, mesdames et messieurs. Prenez donc le rendez-vous. Le premier plateau du Grand Rendez-vous peut s'installer. Nature et Bien-être. Nature et Bien-être ce soir s'intéresse aux espaces verts, comment les entretenir justement. C'est de ça qu'on parle, mais ce ne sera pas sans avoir suivi ce reportage. Paysage agréable, lieu de distraction et de repos. Les espaces verts offrent un cadre de vie naturel tant en milieu urbain qu'en zone rurale. Je viens très souvent me reposer quand je n'ai pas de course à faire ou bien quand j'ai fini mes courses le matin ou entre deux courses.
je viens me reposer pour reprendre mes courses dans l'après-midi. Souvent, moi, je viens ici. Et bon, pourquoi je viens ici? Je vois que l'air que je prends ici, là, ça me rend vraiment bon, quoi. Je suis content de venir ici pour prendre l'air. Au Bénin, des lieux destinés à offrir des espaces verts aux citoyens, il en existe dans presque toutes les communes. À Cotonou, ces lieux sont parfois victimes des actes d'incivisme. Ici, c'est mon quartier, j'ai l'habitude de rester ici pour prendre du bon vent. Mais je suis désolé de voir les tas d'ordures qui sont à côté de nous, qui ne sont pas très aménagés. Et tout ça, c'est à cause de la population. Nos mamans, si quiconque qui va venir ici ne doit pas jeter quelque chose ici, ni uriner. Ce que j'ai déploré par rapport à l'entretien de nous qui venons par moment nous asseoir ici pour prendre de l'air, si vous arrivez avec quelque chose que vous mangez, vous êtes obligé, si vous ne voulez pas salir les lieux, de ramasser tout ce que vous avez dans un sachet parce que les poubelles sont de part et d'autre. À ma modeste connaissance, ceux qui viennent surtout et très souvent rester dans ce jardin doivent choisir des jours, 1 heure, certains jours, et s'organiser pour faire un peu la propriété en dehors de ceux qui, je ne sais pas s'il y a une équipe qui est chargée de la propriété de ce jardin. Entretenir les espaces verts, un geste éco-citoyen. C'est aussi un acte qui protège l'environnement et offre aux populations un cadre de vie propre et sain. On a toujours besoin des espaces verts, surtout pour bien respirer et mieux respirer. Heureuse d'Anondé nous rejoint sur ce plateau. Heureuse d'Anondé, bonsoir. Bonsoir Aniette Bello. Bien, merci. Comment vous allez? Je me porte très bien chez vous. Ça va aussi. À vos côtés, Max Sewaï, bonsoir. Oui. Bonsoir madame. Vous êtes aménagiste et ingénieur TP. Merci de nous rejoindre sur ce plateau avec vous. Donc, on s'intéresse aux espaces verts. Vous allez tout nous dire sur comment les entretenir. Heureuse d'Anondé, on peut y aller. Effectivement, on se pose plusieurs questions et vu l'état dans lequel végètent nos espaces verts, les intervenants ont déploré la situation. Beaucoup ont accusé les femmes, je ne sais pas si c'est à tort ou à raison, mais face à la situation, on se demande si il est aussi compliqué d'entretenir les espaces verts, M. Sewaï. Oui, bon, je vous remercie d'abord. Et c'est un sujet très pointu. Oui, parce que les gens croient que quand on installe espace vert, la mission finie. Installation d'espace vert, c'est un coût, mais l'entretien coûte plus cher. L'entretien des espaces verts coûte plus cher que l'installation. Parce que si nous prenons espace vert, c'est comme les animaux qu'on élève. Il faut le donner à manger. Il faut le donner à manger. Il faut les laver. Et on sait bien que les proventes coûtent bien cher. Non, c'est même pas ça. Et espace vert, c'est comme les cheveux. À des moments donnés, il faut faire tout possible que les cheveux sont au même niveau. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut faire tout possible pour que l'espace vert ne soit pas édenté. Est-ce que vous voyez? Donc, celui qui installe espace vert, c'est comme celui qui a acheté un véhicule. Et s'il n'a pas l'argent de 2 véhicules, il doit qu'il s'amuse à acheter un véhicule. Donc, quand vous voyez l'espace vert debout, c'est l'argent qui est debout. Est-ce que c'est certainement ce qui fait fuir les responsables, ceux qui sont chargés d'entretenir ces espaces verts? Non, et justement, on doit d'abord faire espace vert. Ici que vous êtes, son nom c'est Bégamin. Ça veut dire Haute-Èbre. Et avant, lorsque moi j'étais dans les années 66, que j'étais un peu jeune ici, et l'air est plus meilleur. Les gens viennent de souligner que quand ils sont fatigués, ils viennent se reposer sous l'arbre. Pour respirer de l'air. À Tinkamé, c'est les plantes. Et à Gontincon, c'est les plantes. Est-ce que vous voyez? Donc, installation, c'est un coût. Mais l'entretien aussi, c'est un coût. Comment les entretenir alors? Voilà. Comment donc, le faire?
je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Tout d'abord, pour entretenir un espace vert, il faut savoir quelle plante qui doit rester à tel endroit. Il faut savoir identifier la plante que vous voulez mettre en place. Vous parlez de quoi? De l'entretien ou de l'installation? L'installation d'abord. Parce que, non, il faut installer d'abord avant d'entretenir. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est moi qui avais fait l'espace vert qui quitte place de souvenirs l'aéroport. J'avais mis un terre, et dans le terre plein là, j'avais mis une fleur qui couvre le sol. Mais aujourd'hui, maintenant, les gens ont tout détruit. Donc, il faut savoir d'abord identifier la plante que vous voulez mettre en place avant de parler de l'entretien. D'accord. Est-ce que vous voyez? Donc, identification de plantes, c'est encore un autre travail. On ne se lève pas pour dire oui, que je vais planter. Non, parce que l'homme est ce qu'il est. Quand l'homme voit quelque chose, au lieu d'entretenir, il pense que c'est pour l'État. Et il peut se mettre à détruire. D'accord. Est-ce que vous voyez? Alors, on comprend très bien que pour vous, le plus important d'abord, c'est que déjà dans le choix des plants à mettre en terre pour l'espace vert, il faut savoir opérer le choix. Mais voilà, on a déjà des espaces verts qui sont déjà mis en place. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on fait pour les entretenir? Bien. Et pour entretenir un espace vert, moi, je passe d'abord par la sensibilisation. C'est pour cela que j'ai dit identification, c'est très important. Et il faut décentraliser. L'État doit décentraliser l'action. Si vous vous êtes levé un jour, vous avez vu, on a mis un espace vert devant vous, sans que vous ne sachiez ce que ça fait, vous pouvez uriner sur ça, vous faites tout ce que vous voulez. Est-ce que vous voyez? Donc, l'entretien commence par la sensibilisation. Lorsque je vais mettre la plante en place, si c'était devant ta maison, il faut qu'on t'associe. Ah, madame, cette plante, on ne jette pas de l'eau chaude là-dessus. Cette plante, on ne urine pas là-dessus. Cette plante, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Donc, il y a des conditions à remplir d'abord. Et maintenant, l'entretien, c'est peut-être en 3 phases. D'accord. Je suis d'accord avec la sensibilisation des usagers, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore rattraper? Est-ce que c'est possible d'aller vers ces usagers-là qui cohabitent avec ces espaces verts-là pour les missions là, si ça peut être durable, c'est bon. Il y a des thèmes qu'on va choisir tout le temps pour venir exposer. En ce temps-là, c'est la sensibilisation déjà. C'est des conditions à remplir ça. Maintenant, l'entretien, c'est en 3 phases. Première phase, qu'est-ce que la plante aime? Parce que notre pays, nous avions 8 zones agricoles. On ne se lève pas pour mettre la plante que tu as vue à Nadi-Tengu, à Cotonou, non. Est-ce que ça peut rester ici? Parce que tu vas mettre une plante tout à l'heure ici, et le soleil arrive, tout sera grillé. Donc, il faut savoir la plante que vous allez mettre dans une zone agricole. Et quand vous mettez la plante, première condition, la plante, c'est l'eau. Donc, il faut arroser. Ça fait partie des soins. Donc, il faut arroser. Mais on voit souvent qu'il y a des systèmes d'arrosage publics au niveau de ces espaces verts. Est-ce que cela suffit? Mais parfois, il faut réguler aussi la quantité d'eau. Oui. C'est que la plante, quand la plante trouve trop d'eau, ça meurt. Quand ça ne trouve pas l'eau, ça meurt. Donc, c'est pour cela qu'en agriculture, nous parlons de drainage et irrigation. Est-ce que vous voyez? Quand il y a beaucoup d'eau, il faut drainer, il faut enlever. À Cotonou, d'abord, il y a des moments donnés, il y a inondation. Je veux qu'on parle concrètement de l'entretien. Oui, je veux. Vous avez dit 3 phases. Il faut arroser. Après l'arrosage, il faut donner à manger à la plante. En quoi faisant? En mettant de terreau régulièrement, en mettant de l'engrais chimique si tu as la possibilité. Sinon, terreau régulièrement, c'est bien. Maintenant, 3e phase, il faut donner la taille. Il faut tailler. Parce que quand tu viens dans la maison d'un mathématicien, à travers ces plantes, tu sais que celui-là est un mathématicien. Oui, parce qu'il ne fait pas que ça se déborde. Il faut tailler, on appelle ça taille de rajeunissement. Il faut faire taille de rajeunissement régulièrement. Il faut enlever des ordures dedans. Il faut nettoyer. Il faut arroser. Tout ça là, c'est l'entretien. Est-ce que vous voyez? Bon, maintenant, il y a aussi des insectes qui embêtent. Il faut faire un traitement phytosanitaire à des moments donnés. Sinon, dans ton jardin, tu vas trouver un serpent caché. Mais oui, bien sûr, c'est des nids de moustiques aussi. Donc, il faut faire un traitement phytosanitaire. Tout ça, ça va être... Vous voulez dire que dans les gazons, c'est possible qu'on ait des reptiles? Ah, c'est chez lui, non?
Le serpent cherche aussi, oui, le serpent cherche aussi, là où il fait un peu frais. Le serpent c'est un être vivant. Hein? Donc le serpent peut rester quelque part et te guetter. Donc, déjà, il faut prévoir alors dans les plantes que vous mettez des répulsifs, des plantes qui pourraient Oui, donc c'est pour ça que je dis il faut faire le choix. Il y a des plantes, c'est pour ça qu'il faut identifier les plantes. Quand vous identifiez bien les plantes, il y a des plantes qui chassent aussi les serpents à travers sa vibration. Donc on n'a jamais identifié une plante par un jeu de hasard. C'est parce que ça fait un travail. Mais qui doit s'occuper de l'entretien? Est-ce que ce sont les usagers qui viennent s'asseoir juste pour un temps, qui doivent s'occuper de l'entretien? Est-ce que c'est nos autorités locales? Qui doit le faire? C'est pour cela que j'ai dit il faut décentraliser l'action. Quand vous voulez installer un espace vert, il faut que ça ait un tuteur. Si c'est la mairie qui a installé, la mairie doit recruter les agents pour nettoyer, pour entretenir. Donc, ces agents-là, peut-être des jardiniers, des agents d'entretien. Donc, il faut identifier d'abord la personne qui a installé l'espace vert. Donc, ça ne vient pas du ciel. Si ce n'est pas la mairie, ça doit être la préfecture, mais ça doit être... Voilà. D'accord. Donc, ce sont ceux qui ont installé qui doivent entretenir normalement. Oui, c'est pour ça les usagers aussi ont une responsabilité, non? Ne pas jeter les sachets. Oui, c'est pour cela qu'il faut les former et les informer. Il faut les informer surtout. Surtout. Est-ce que vous voyez? Bon, tu sais, l'homme oublie très vite. Il est sous un arbre, il est bien, il finit de manger, il jette. Moi, j'étais en stage au Ghana, à Accra, et on a jeté un sachet près de 150 km, on a retourné, on est venu chercher ça. Et si tu fais ça, on va dire que tu es méchant, tu es trop pointu, et vraiment, on n'a jamais vu ça. Alors, parlons maintenant des espèces qu'il faut dans nos espaces verts. Voilà. Les types d'espèces qu'il faut. Doit-on tout planter, tout mettre en terre pour en faire des espaces verts? Non. La plante, les gens ont identifié les plantes en tenant compte de certaines choses. La première des choses, si la plante donne de fruits, on peut manger. Première chose. Deuxième chose, la plante que j'ai mise dans ma maison, quand je suis malade, est-ce que je peux chercher ces feuilles, ces écorces pour préparer et me faire traiter? Troisième chose, la vibration de la plante. La plante a des vibrations. Oui, on reste sous les arbres, c'est pas comme ça. Quand vous voulez rester sous un arbre, il faut connaître la vibration de l'arbre là. Tu peux rester sous un arbre, après tu auras les maux de tête. Oui, c'est ça. Donc il faut tenir compte de tout ça pour installer les espaces verts. Effectivement, mais c'est très intéressant en tout cas. C'est sûr, on aura encore l'occasion d'avoir encore M. Sewayi sur ce plateau pour nous parler de comment est-ce qu'il faut s'occuper de nos espaces verts. Comme vous le dites si bien, le sujet est intéressant et on y reviendra certainement. Peut-être en votre compagnie aussi. C'est bien possible, on ne sait jamais. Alors, nous allons à présent nous rendre dans le salon de beauté de votre émission Le Grand Rendez-vous. C'est l'émission Beauté au pluriel. Que dis-je? La rubrique. Beauté au pluriel ce soir s'intéresse à la perte de cheveux. Et oui, tenez-vous bien, on sait que beaucoup pensent parfois qu'ils sont les seuls à perdre leurs cheveux. Rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. D'ailleurs, Figé Saotondi a choisi d'en parler parce que vous n'êtes pas les seuls. Je vous invite d'abord à suivre ce commentaire sur image et on va rejoindre un invité que Heureuse Dalondi avait l'habitude d'amener sur Beauté au pluriel. Vous saurez dans un instant qui c'est. C'est tout juste après ce commentaire. 11% des femmes africaines sont touchées par l'alopécie, selon le journal international de dermatologie. L'alopécie désigne la perte de cheveux. C'est un frein à l'évolution normale du cheveu. Plusieurs causes sont à l'origine de ces chutes. Pas besoin de s'inquiéter. La perte de cheveux est un phénomène totalement naturel qui fait partie intégrante de notre cycle de vie. Selon les spécialistes, une personne perd en moyenne entre 45 et 60 cheveux par jour. Les hommes sont aussi concernés par les problèmes de cheveux. Mais on comprend aisément que cela n'ait la même signification chez l'homme que la femme. L'alopécie est souvent assimilée à la virilité chez le sexe masculin.
Le problème de l'alopécie date depuis la nuit des temps et affecte l'image et l'estime de soi. Il existe des traitements pour combattre ce mal. Plusieurs remèdes naturels sont proposés pour tout type de cheveux. La chevelure est une arme de séduction chez la femme. Pouvoir conserver ses cheveux comme elle le souhaite, toutes les femmes le voudraient. Et pour atteindre cet objectif, les femmes africaines devraient redoubler d'efforts. Allez savoir pourquoi elles sont davantage affectées par des problèmes de chute de cheveux. Voilà, Fulgence Arotondi va en parler sur ce plateau et on veut bien savoir pourquoi les femmes noires sont les plus touchées par cette affaire de perte de cheveux. Fulgence Arotondi, bonsoir. Bonsoir Agnès. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Merci. Je vais vous laisser présenter notre invité spécial ce soir. Alors c'est vrai, vous l'avez déjà dit, c'est un invité spécial. Il s'agit de M. Nicodème Dagbo, il est un coiffeur professionnel. Et il nous revient de loin, hein? C'était un habitué. Eh bien aujourd'hui, dans Beauté au pluriel, nous avons choisi d'aborder un problème de cheveux qui concerne beaucoup plus les femmes que les hommes. Alors Monsieur Dagbo Nicodème, les femmes sont-elles condamnées à avoir des pertes de cheveux? Et bonjour d'abord. Bonjour Nicodème. Je vous remercie. Dans mon plateau, vous m'aviez laissé un peu, ben je suis revenu. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Oui, je reviens à votre question. Les femmes sont-elles condamnées à avoir les pertes de cheveux? Oui, je peux dire oui. Et c'est oui. Parce qu'il y a beaucoup de... Je peux dire les femmes ont trop de problèmes. Hein. C'est ça qui cause tout ça. Et surtout la ménopause, ça a d'office. Hein. Un effet sur les cheveux? Grave. D'accord. Il y a ça, il y a le stress chronique. D'accord. Il y a des stress aussi, émotionnels, ça dépend. Il y a l'accouchement, il y a la grossesse d'abord, il y a l'accouchement, chimiothérapie. Pour celles qui souffrent de cancer et de cancer, c'est surtout ça. Je n'ai pas envie de dire le mot, mais une fois que ça choque un peu, je suis obligé de dire ça. Il faut le dire. Oui, surtout le cancer, les femmes qui souffrent de cette maladie. C'est grave, ça tombe. Et ça tombe et ça devient comme pour les hommes là, comme pour moi là. Mais pour moi c'est un peu, vous voyez un peu de choc. Donc on peut dire que certaines femmes sont condamnées à avoir des pertes de cheveux. Oui. C'est à cause de leur état de santé. De leur état de santé. Mais parfois on dit, je ne sais pas, Fulgence Arotondi, je ne sais pas pour vous, mais parfois on dit que ce qu'on mange aussi fait parfois qu'on perd les cheveux. Est-ce qu'il y a un lien entre ce que nous mangeons et la perte de cheveux? Oh non, ça là, les gens, je ne sais pas qui a inventé ça. Donc, les gens ont dit ça. Mais en tant que moi, coiffeur, c'est tout ce qui fait tomber les cheveux, je vous dis là. Sinon, l'autre, il fait de manger ça. Moi, je réfléchis, même si on va dans des formations, on pose des questions, mais les formateurs ne nous disent pas exactement. D'accord. Surtout quand on leur pose cette question-là. Oui, ils évitent. Je ne sais pas pourquoi. Oui. D'accord. Peut-être on va laisser le soin aux médecins. Aux médecins de nous en parler plus amplement. La semaine dernière, nous avons reçu une spécialiste des coiffures en API. Elle nous a dit que beaucoup de femmes redeviennent au naturel parce qu'elles ont eu les effets néfastes du défrisage. Oui. Est-ce que ce ne serait pas une cause aussi? Oui, c'est une cause aussi. Mais, je vais vous dire, les femmes qui reviennent en nappie, là, leurs cheveux tombent aussi. Hein. Ah oui. Elles ont trop de problèmes aussi. Hein. Vous pouvez faire des enquêtes, vous allez voir. Et pourquoi ça? Parce que souvent on se dit que quand on revient au naturel, les cheveux sont beaucoup plus enclins à rester dans leur état. Ça dépend. Quand tu es jeune aussi, tu peux gagner. Mais quand l'âge avance, c'est fort. C'est que les cheveux sont fatigués. Chaque chose a son temps. Hein. L'âge. Par exemple, au moment où vous avez 13 ans,
vous courriez, bon, vous faites du sport comme vous voulez, mais à l'âge qu'on dit maintenant, est-ce que vous pouvez faire comme l'âge, le temps passé? C'est pas évident. Hein? Oui, mais c'est la même chose que les cheveux. D'accord. Est-ce à dire que les femmes ménopausées doivent craindre de ne plus avoir de cheveux du tout? Faudrait oh non, ça dépend. Vous voyez, dans ce monde-là, tout est héréditaire. Hein? Ah d'accord. Si génétique, ta mère n'avait pas de cheveux, génétique aussi, oui. Donc on peut comprendre si la mère n'a pas de cheveux, l'enfant aussi peut avoir des chutes de cheveux à la longue. À la longue. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Au moment où vous êtes en état et vous avez pris des comprimés qu'on t'a prescrits et bon, ça dépend. Ça agit sur le fœtus. Oui. Automatiquement, après le bébé, même si c'est un garçon ou bien une fille, il devient automatiquement chauve après. Hein. Parce que ça agit sur le fœtus. C'est héréditaire. C'est héréditaire. Oui. Mais il faut dire que la chute de cheveux, elle est normale. Parce que tous les jours, on est appelé à se peigner et tout. Mais ça devient un problème lorsque fréquemment on a des chutes de cheveux. Oui, c'est ça qu'on dit. Mais comment faire pour reconnaître que là, on est atteint de l'alopécie? Ah oui, même si, bon, excusez-moi, hein, on n'est pas en Europe ici, c'est les femmes blanches, pour eux, c'est automatiquement. Parce qu'elles mettent leurs doigts comme ça, et tout reste dans leurs doigts. Et ça tombe? Ça tombe. Nous, vous faites trop de tissage, vous faites trop de tresses, vous faites trop de, je ne sais pas quoi, de perruques. Vous allez mettre le peigne où? Pour vérifier. Pour vérifier. C'est ça. Mais monsieur Nikos, il faut dire que des coiffures, et on fait vraiment des coiffures. C'est pas Niat, vous avez déjà vu des dames, elles font des coiffures et ça fait mal. Oui. Ça peut contribuer à la perte de cheveux. Même par exemple, c'est un exemple direct ça, oui. Un exemple direct. Oui. Vous êtes devant moi, non? Oui. Je vous jure que le jour que vous allez défaire ça là, tout devant là va partir. Okay. Peut-être c'est déjà parti, parce qu'on ne sait pas. On se comprend? Vous avez attaché la tête, non? Ce qui est en bas, la personne essaie. C'est sûr. Ah. C'est bien caché. Donc, oui, parce que c'est vous-même, vous fatiguez trop vos cheveux. Vous les fatiguez trop, les cheveux sont fatigués. Mais est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il y a une façon de faire pour conserver? Comment faire pour déjà freiner l'évolution de la casse des cheveux? Pour freiner, ne faites plus de tissage ni de tresses. Ah. Il faut redevenir au naturel. Naturel, il y a des produits défrisants, pas trop chimiques. Parce qu'au Bénin ici, vous allez à Dantoka seulement, le produit est sous le soleil, dans des chaleurs, je ne sais pas, c'est grave. C'est ça que vous utilisez. Normalement, il faut utiliser des produits qui sont à l'abri, conservés. Des bons produits. Tu es une dame, tu rentres dans un salon, on te dit le prix, tu payes et tu es d'accord. Ah, c'est une affaire de moyens. Oui. C'est la poche. C'est la poche qui parle. Toujours sur ce point, on ne s'entend pas. On va s'entendre sur ça. C'est la poche, il faut dire que monsieur aussi n'accepte pas dépenser. Monsieur? Oh, le lien de monsieur. Ah oui, s'il ne veut pas dépenser. Non, c'est pas monsieur. Non, aujourd'hui, on dit c'est la femme même. C'est la femme. Elle s'assume, ok. Vous avez dit la femme, non? Vous avez dit quoi, bébé? Mais il faut payer aussi de temps en temps. Alors, comment faire pour éviter alors? Parce que si on fait la découverte, on sait qu'on a des casses de cheveux. Que faut-il faire? Les attitudes à adopter? C'est ça que je vous ai dit. Oubliez tout ce qui est défrisage et tissage, des tresses serrées là. Oubliez ça. Et revenez au nappy. Après nappy, cherchez un bon produit pour vous défriser. Et aller chez des bons coiffeurs. Là, vous n'aurez plus de problème. Alors, le brossage, alors, il faut le faire comment? Se peigner comment brosser naturellement? Non, c'est avec un gros peigne. Avec un gros peigne, tu prends et tu peignes. Pas les petits peignes que vous utilisez là. Si. Le gros peigne et puis ça marche. Oui, mais souvent, les gros peignes, on a l'impression qu'il y a toujours les nœuds, que ce n'est pas bien démêlé. Ça dépend de vous-même, parce qu'avant d'aller se coucher pour se réveiller le matin, c'est qu'il faut attacher la tête avant d'aller se coucher. Le matin, tu te réveilles, tu prends le gros pain,
tu te coiffes. Mais si tu as laissé tes cheveux comme ça, tu te couches, c'est mélangé au lit le matin. Tu vas te peigner, c'est difficile. Donc avant tu de prends se coucher aussi. Soin bien propre. Ça veut dire qu'il faut avoir tout un rituel de beauté au fait. C'est ça qu'on appelle femme. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça qu'on appelle femme. Okay. Mais pour vous, ce rituel de beauté serait constitué de quoi? Une femme avant de se coucher le soir, qu'est-ce qu'elle devrait faire pour ses cheveux? Elle attache ses cheveux, elle prend le peigne, elle peigne très bien, elle attache avec le foulard, elle se couche paisiblement. Le matin, sous la douche, elle revient, elle enlève, elle peigne, et c'est fini. D'accord, mais il pas de pommade, souvent on dit le beurre de karité, tout ça. Les produits naturels à utiliser. On dit pas de pommade, il faut mettre de la pommade, mais c'est avant de sortir de la maison. De la maison. D'accord. Oui, c'est avant de sortir de la maison. À moins que tu veux faire un traitement. D'accord. Il y a des traitements nocturnes aussi. Tu peux faire la nuit, le matin, tu laves les cheveux, c'est autre chose. Parce qu'on n'est pas venu pour le traitement quand même. On est venu pour la chute. Monsieur Nicodème, que faut-il faire la chute? Que faut-il faire si déjà on est déjà atteint de l'alopécie et tout? Que faut-il faire pour stimuler la pousse de cheveux? Non, bon, il y a des traitements. Voilà. Il y a beaucoup de traitements. Mais est-ce que ça marche à tous les coups? Oh, ça ne marche pas. Je vais vous dire la vérité. Mais je laisse ce côté-là au dermatologue. Au dermatologue. Mais là, il faut combien de temps? Si c'est naturel, oui. Si c'est naturel, nous les coiffeurs, là, on arrive à trouver des solutions. Mais ça prend assez de temps? Ça ne dure pas. C'est pas des solutions. Vous allez voir que ça commence à pousser. Oui. D'ici un mois, vous ne voyez plus rien. Ça repart en même temps? Oui. Sinon, moi-même, je suis coiffeur. Pourquoi je suis chaud? Pourquoi les dermatologues aussi sont chauds? Vous aviez dit que c'est génétique. Hein? Peut-être chez vous, c'est génétique. Hein? Mais pour les autres, je ne sais pas. Nico, j'aurais aimé avoir une bonne nouvelle de votre part pour les téléspectateurs, mais apparemment, quand on est chauve, on est chauve. Hein? On est chauve. Il n'y a plus de solution. Il n'y a plus de solution. Voilà, on nous fait de grands signes et Phyllis a autodit, il faut conclure. Vous avez 30 secondes. Donc, on comprend que les femmes, elles sont beaucoup plus exposées à la chute de cheveux. Oui. Et on va revenir le mardi prochain sur les traitements. Comment être belle tout en ayant l'alopécie. Voilà. Ah d'accord, donc c'est possible hein, quand on a l'alopécie d'être belle, d'être toujours belle. Si. Ok, d'accord. Fugessia, on a hâte de vous retrouver. En attendant, nous allons recevoir Assom Gaba et son invité. Ce sera dans Horizon Culture, tout juste derrière cet élément. Voilà, comme je l'annonçais, on suit d'abord cet élément témoin et on retrouve Assom Gaba et son invité, tout juste derrière ceci. De l'autre côté du micro, il y a un écho idiot, comme un sanglot qui clame le chaos. De l'autre côté de la télé, un scénario bloqué au milieu des publicités. Les médias sont cinglés. Scoop, 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 scoop. Côté de l'antenne. Voilà, nous suivons là donc un extrait de cette chanson Scoop et nous recevons Lady Valentine, elle est chanteuse. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Horizon Culture. Merci à vous de m'accueillir. Assom Gaba. Oui, bonsoir. Vous nous revenez sur Horizon Culture, c'est un plaisir de vous avoir. C'est un plaisir partagé et je retrouve également les téléspectateurs qui aiment bien sûr cette rubrique. Et je les rassure que Jennifer va revenir très bientôt.
Et on espère bien qu'elle va retrouver sa pleine santé, sa pleine forme pour nous rejoindre dans notre temple de la culture. Ce qui est sûr, ce soir, on s'intéresse aux fake news. C'est possible de les corriger, mais les corriger en mélodie à Sion Gaba. Oui, corriger les fake news en mélodie, dénoncer les fake news en mélodie si vous le voulez même. Bon, ça c'est une marque, je vais dire, de Lady Valentine, une des marques de Lady Valentine qui est la plus béninoise, je vais dire, des artistes belges aujourd'hui, c'est ça, Lily? On peut dire ça me fait plaisir en tout cas. N'est-ce pas? Elle a affiché sa marque depuis ses premières sorties. On a vu Gogo Inte circuler sur les réseaux sociaux. Après Gogo Inte, c'est Scoop qui vient. On a suivi un extrait de cette chanson, dénoncer les fake news, la surinformation, la sous-information. Mais peut-on considérer que ta musique aide donc à dénoncer les faits de société? Oui, en tout cas, je m'y attache. C'est vrai que même si je le voulais, je n'arrive pas à parler de choses légères. J'ai besoin d'exprimer mes révoltes, mes colères, mes coups de gueule aussi. Et ici, voilà, sur la surinformation, la désinformation, parfois le vide dans l'information, qui donne l'illusion que ça nous remplit la tête, alors qu'en fait, on peut en être abruti. Alors, ça dit, le titre Scoop de cette chanson, c'est pour dire que les médias se basent sur cette terminologie-là, Scoop pour désinformer ou juste pour envoyer des fake news, Scoop pour vendre, c'est quoi en réalité? Je pense, en fait, chercher le scoop à tout prix ne peut pas forcément toujours servir la vraie information. Donc rechercher le buzz, les scoops, et par rapport aussi aux artistes, de plus en plus, nous on est là, on a l'impression que le sens de notre vie c'est faire du scoop, faire du buzz, et on en perd vraiment les vraies valeurs de notre métier, mais aussi parce que les médias ou les réseaux sociaux sont très puissants. D'accord, mais est-ce que ce n'est pas aussi parce que le public est parfois en manque de scoop et de buzz? C'est tellement facile quand on a l'impression que c'est un scoop, que l'information aille loin, voyage. Oui, après je pense que les médias et les réseaux sociaux ont leur rôle à jouer pour justement changer peut-être cette routine dans laquelle on est en train d'être quand même amené. Donc ça vient forcément de part et d'autre, puisque même les publicités, c'est le miroir de la société. Essayer de trouver peut-être parfois le juste milieu. Le juste milieu. C'est vrai, Scoop, c'est pour dénoncer les médias, mais ce sont les médias qui vont diffuser Scoop. Oui. Ben, je me dis, de tels messages en musique sont adressés à quel type de mélomane en réalité? Alors, bon, après, à tout le monde qui aime la musique ou la chanson française, la poésie, je pense que si on n'utilise pas la musique pour faire passer des messages, et clairement les médias servent à ça aussi, où est-ce qu'on le fait, comment est-ce qu'on prend la parole? C'est sûr que l'art peut servir à ça et que les médias peuvent aider aussi la culture et l'art à se diffuser. Je crois que la question d'Axiom, c'est de savoir si à un moment ou à un autre, vous ne craignez pas que ce message justement puisse heurter la sensibilité de certains. En tout cas, quand j'écris, je ne pense pas forcément à est-ce que ça va heurter, sensibiliser, bien que j'essaie de mettre quand même de la poésie et de ne pas être ni vulgaire, ni je mets des filtres. Moi, j'essaie juste de faire réfléchir et faire poser questions. De faire poser vraiment des questions. Alors, le clip a été réalisé où? Parce que j'ai vu vraiment un travail artistique en matière de réalisation sur ce clip-là qu'on a suivi, le clip de Scoop. Qui sont ceux qui ont travaillé là-dessus? Il y a Seminvo l'enfant noir qui a eu de bonnes idées et qui les a... Ça, ce sont ses marques. Oui. Ces genres de clips, ça c'est Seminvo. Ça sent vraiment Seminvo l'enfant noir. Oui, je suis très contente d'avoir pu trouver ce dialogue aussi avec lui pour vraiment traduire visuellement, ce qui n'est pas un exercice facile du tout. Et puis après, on a trouvé une équipe qui a vraiment très bien piloté ce qu'on avait derrière la tête, donc on est très contents. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Larios, pour remercier John, Leila et Sharaf qui sont derrière ce clip. Et qui sont derrière ce clip, qui ont beaucoup travaillé. La promotion, ça commence quand? Ça sort quand exactement? Parce que c'est un scoop là qu'on l'a. Oui, tout à fait. Donc ce sera vraiment fin avril. Fin avril. Et c'est l'extrait éponyme, l'extrait phare de mon EP de 5 titres. Ah d'accord. Et donc c'est vraiment ce morceau-là que je mets en premier plan, sachant que j'étais journaliste aussi avant.
Du coup, c'est vrai que ça me parle de recevoir de la bonne information. D'accord. Mais comment est-ce que le passage s'est fait de journaliste à chanteuse? J'étais à Paris et le rythme était trop rapide pour moi, c'était trop effréné. Et même si j'adorais mener les interviews, rencontrer les artistes, j'ai beaucoup appris pour mon propre projet qui a cours maintenant. C'était pas ma place et je suis partie. Et puis j'ai commencé à écrire. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que cette expérience aussi vous apporte en tant qu'artiste? Ça, c'est clair. Puisqu'on est confronté quand même justement à rencontrer des journalistes, c'est important d'avoir peut-être été de l'autre côté de la barrière pour voir comment ça se passe. Mais là, je suis en train de voir une journaliste, je dis citoyenne, qui prend en tout cas toute cette expérience-là, tous ces acquis-là, qu'il aime bien sûr, au service bien sûr de la musique, de sa passion en quelque sorte. Exactement. C'est ça. C'est un mélange de toutes ces expériences. D'expériences. Alors l'album, ça sort quand Alors l'EP. L'opus, oui. Donc l'opus de 5 titres, je le réédite pour fin avril en même temps que la sortie du clip. Du clip. Alors on va pouvoir donc se régaler avec Scoop. Mais avant de partir, on aurait quand même aimé avoir un extrait de Gogo Ité en live sur ce plateau avant. La Capella, un big up à Saint-Maurice, n'est-ce pas, qui m'a invité sur ce morceau. Oui. Et donc le petit a cappella, ça faisait longtemps. Hein. Ah oui. Jovileno ungo kointe yeno do panti lo bonosek binunyi do ak binunyi do awecheleno ungo kointe yeno do panti lo bonosek binunyi do ak binunyi do Ah oui. C'est sûr qu'on a été surpris quand on l'a entendu chanter en fond. Là, c'est en fond. Ça veut dire que Lady Valentine est au Bénin. Ça fait un bon moment. Hein? Oui, c'est la 5e fois que je viens. Et il y a des choses qui se développent ici et clairement des couleurs dans ma tête qui arrivent aussi par rapport à cette EP qui est quand même sombre, remplie quand même d'une certaine colère, même si c'est masqué derrière une voix douce et une musique légère. Oui. C'est sûr que le premier album fait la place à plus de soleil. À plus de soleil. Et ce soleil, il est clairement du Bénin. Du Bénin. Vraiment, merci beaucoup à Lady Valentine d'avoir accepté venir sur ce plateau. Vous voyez donc la Belge qui chante en fond. Et aussi en français, ça va continuer. Il y a d'autres chansons également qui seront exécutées en refrain sur l'opus? Non, pas sur l'opus, pas de fond maintenant, peut-être des featuring plus tard et des collaborations avec d'autres artistes. Avec d'autres artistes. Oui. Mais Assome Gaba, si vous permettez, moi je me demande souvent comment se fait cette complémentarité avec les artistes locaux, parce qu'il faudrait aussi s'inspirer de tout ça pour pouvoir s'en sortir. Oui, alors moi j'ai rencontré Saint-Maurice à un stage de musique en Belgique. Et c'est lui qui m'a dit, mais viens une fois découvrir le Bénin, faire de la musique. J'ai dit oui, et ça s'est fait. Et j'ai eu un coup de cœur pour son morceau. Alors après, je pense qu'il y a plein de moyens finalement d'arriver à faire des collaborations. Mais c'est sûr qu'il faut sortir, aller rencontrer, peut-être envoyer des messages. Et parfois, ça se fait parce que affinité artistique. Donc, si un artiste aime l'univers d'un autre artiste, pourquoi pas lui demander de travailler. Vraiment, merci en tout cas pour tout ce que tu fais déjà pour permettre au Bénin de s'exprimer à travers, bien sûr, la Belgique, ton pays d'origine. C'était un plaisir d'avoir eu sur ce plateau. Merci beaucoup. Très bientôt. Oui, merci beaucoup à vous, Agnès Bello. Merci à vous également, Assome Gaba, mais je ne sais pas si j'ai encore quelques minutes. Moi, j'aimerais bien quand même avoir un accompagnement, c'est-à-dire j'aimerais un message de Lady Valentine sur comment est-ce qu'on fait pour sortir de sa zone de confort. Parce qu'au départ, vous étiez quand même journaliste, aujourd'hui vous êtes chanteuse. Oui. Les jeunes sont souvent confrontés à ça. Comment sortir de sa zone de confort pour s'émanciper dans sa passion? C'est vrai que ça demande, je ne vais pas le cacher, à un moment donné du courage. Parce que être sur sa voie, ce n'est pas forcément la voie la plus facile, mais c'est ne rien lâcher, garder la motivation aussi et travailler. Et à un moment donné, les retours se font ressentir forcément quand on travaille. Et c'est encourageant.
Voilà donc, merci à Lady Valentine qui était avec nous sur ce plateau d'Horizon Culture pour parler des fake news et comment les corriger en mélodie. On se termine ainsi donc avec le premier lot justement des plateaux sur le grand rendez-vous. Nous allons d'abord rejoindre Amandine Agnambosso pour le journal et on se retrouve tout juste après. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Le département de sociologie et anthropologie de l'université d'Abomey-Calavi rend hommage à leurs enseignants avec à leur tête le père fondateur du département, le professeur Onora Aguessi. Un colloque a été organisé à cet effet. Maladie chronique, elle est généralement récidivante. L'endométriose touche une femme sur 10 en âge de procréer. Elle se manifeste souvent par des douleurs au niveau du bas-ventre. Dernière actrice de la chaîne de vente de poissons, elle assure le service final en enlevant les écailles des poissons. Nous allons faire un zoom sur ces femmes écailleuses dans ce journal. L'université d'Abomey-Calavi rend un hommage à titre posthume au professeur Onora Aguessi, père fondateur du département de sociologie, anthropologie. Son parcours et ses mérites sont honorés à l'instar d'une dizaine de professeurs titulaires et docteurs. C'est à la faveur d'un colloque international sur le thème « La sociologie et l'anthropologie au cœur du développement ». Les détails avec François Imavo et Patrick Adjagodjo. Je suis heureux d'avoir fait les sciences sociologiques et anthropologiques parce que ce sont des disciplines qui m'ont fait épanouir et qui m'ont beaucoup appris. Des mots de fierté pour reconnaître la qualité de la formation dispensée au département de la sociologie anthropologie de l'université d'Abomey-Calavi et par ricochet, saluer la mémoire de son géniteur, Onora Aguessi, père fondateur de ce département en 1970. Presque 50 ans après, ses mérites sont toujours reconnus. L'homme est célébré. Le professeur Onora Aguessi, c'est l'idole pour ma petite personne et pour beaucoup de collègues dans notre université. C'est l'homme qui a eu l'initiative de fonder le département de sociologie et anthropologie et qui a doté ce département d'une revue dénommée l'Assanea, qui sert de cadre de production de connaissances pour illustrer les enseignements qui sont dispensés dans les amphis. Le département de sociologie anthropologie fait aujourd'hui partie des entités de formation à gros effectifs à la faculté des sciences humaines et sociales, FACH. Entre 1980 et 2018, l'effectif est passé de 250 à 4500 étudiants, une croissance gage de l'importance de la sociologie et de l'anthropologie dans le développement. Ce sont des disciplines sans lesquelles on ne peut pas connaître notre société. Ce sont des disciplines qui permettent donc de faire les diagnostics et de positionner justement ces résultats qui constituent justement des outils d'aide à la décision. Cette cérémonie de reconnaissance du parcours et des mérites du professeur Onora Aguessi a été aussi une occasion pour honorer une dizaine d'éminents professeurs et docteurs en sociologie et anthropologie. Un acte fort qui rend hommage aux élites du développement de leur vivant. Le professeur Onora Aguessi, à qui nous rendons officiellement hommage aujourd'hui. L'endométriose est un mal qui devient de plus en plus récurrent chez les femmes. Elle se confond souvent aux règles douloureuses, mais en réalité, elle va au-delà. Elle conduit parfois à l'infertilité chez la femme. Comment reconnaître le mal et comment faire pour apaiser les douleurs? Le docteur Komlan Agossou nous donne plus de précisions au micro de Baudelaire Kanchede et Edwige Agossou. L'endométriose, c'est une maladie de la femme et spécifiquement de la sphère gynécologique. Donc c'est une maladie spécifique au sexe féminin qui se manifeste par
2 ou 3 types différents de situations. Lorsqu'on souffre d'endométriose, la première chose que l'on peut avoir de désagréable, c'est la douleur. Et la douleur au cours des règles, par exemple, sera une douleur de plus en plus élevée en matière d'intensité. Donc cela fera de plus en plus mal et de plus en plus longtemps. À part la douleur au cours des règles, il y a la douleur au cours des rapports sexuels, que l'on appelle la dyspareunie profonde, à différencier de la dyspareunie superficielle, qui, elle, est au moment de l'intromission. Donc, cette dyspareunie va augmenter d'intensité, ce qui va rendre les rapports sexuels quasiment impossibles à une jeune femme. L'endométriose se soigne, on se porte mieux quand on a l'endométriose et que le diagnostic est fait, mais on n'est pas souvent guéri. Les douleurs ne sont pas des choses banales. Donc autant les femmes, autant les parents, autant les soignants, une douleur ne doit pas être banalisée. Donc une jeune femme qui a des règles douloureuses, il faut fouiller, il faut aller jusqu'au bout et s'assurer qu'elle n'a pas une endométriose. Et une fois que cela est fait, si le diagnostic n'est pas écarté, il faut continuer à chercher. Donc il faut se plaindre de ces règles douloureuses. Il ne faut pas se cacher ce soir en disant que bon, moi j'arrive à régler mes douleurs avec telle ou telle autre automédication. Intéressons-nous maintenant à ces femmes très actives, les écailleuses de poissons. Elles interviennent en dernière position dans la chaîne de vente du poisson frais. Les femmes écailleuses de poissons sont présentes dans presque tous les marchés de Cotonou, une activité génératrice de bénéfices, mais qui a ses contraintes. Arnaud Adadia. Plusieurs années déjà que Dame Gisèle a choisi l'activité d'écailleuse de poissons après avoir laissé les cours. Moi, j'ai commencé à nettoyer le poisson. Ça fait un peu, c'est parce que ma maman qui nettoie le poisson. Et lorsque moi-même j'ai terminé les études, j'ai déposé les dossiers par-ci, par-là, et je n'ai pas trouvé aucun boulot. Je suis obligée d'aider ma maman. Comme elle, beaucoup de femmes pratiquent l'activité dans les marchés et au port de pêche de Cotonou. Oui, FIFA. Écailler le poisson, c'est mieux que vadrouiller ou dérober quelque chose. Même si les clients ne payent pas bien et que nous souffrons beaucoup. Pour attirer le client, tu lui souhaites la bienvenue, tu dis Kabo et c'est à celui qui te répond également Kabo que tu peux écailler les poissons. Au quotidien, ces femmes doivent frapper fort le poisson lorsque c'est congelé pour le débarrasser de son enveloppe jetable. À l'aide d'écailleurs, de petits coupe-coupes et des instruments ici présentés, les écailleuses nettoient docteur, mulet, tilapia, carangue et même au-delà, pâtes de bœuf, volailles diverses et crabes. L'activité soulage les femmes au foyer, comme le témoigne ici ce client. Lorsque vous achetez le poisson et que vous devez l'amener comme ça à la maison, c'est difficile à nos épouses de les écailler, tout ça là. Donc quand vous faites ça ici, les gens, les bonnes dames ne sont pas très chères. Le soulagement qu'apportent les écailleuses est aussi ressenti chez les cuisiniers. On les laisse faire ici parce qu'elles ont les moyens de le faire correctement. Si elles font correctement avec nous. Donc on vient, on les paye, elles font ça. Ça nous permet d'aller plus vite là-bas pour travailler. Une activité lucrative non sans peine qui a bénéficié de quelques appuis dans le passé au port de pêche en l'occurrence. Le fait qu'elles aient déjà commencé, ça leur permet d'accéder à certaines subventions de certaines institutions internationales comme le PADPA qui leur amène de temps en temps des subventions en leur donnant des bassines, des couteaux,
des tables et tout ça là, pour leur permettre de mieux faire leur travail. Avec 100 francs par kilogramme de poisson écaillé, les chiffres d'affaires n'arrivent pas toujours à couvrir les charges de piqûres, de blessures ou de courbatures qu'engendre l'activité de ces femmes qui proviennent pour la plupart du temps de Hévier et d'autres périphéries de Cotonou. Moi, j'ai quitté Maria Gleta. Depuis le matin, pas un seul client. À cette allure, nous risquons de terminer notre argent dans le Zéma. Des solutions aux problèmes de soins et d'installation à ces femmes qui n'ont que cette seule activité, de quelle direction doit-on espérer le Messie? En Côte d'Ivoire, Ivanka Trump, la fille et conseillère spéciale du président américain Donald Trump, sera à Abidjan le 17 avril prochain, ceci dans le cadre du premier sommet régional de l'initiative de financement en faveur des femmes entrepreneurs en Afrique de l'Ouest. Ce sommet vise principalement à permettre aux femmes entrepreneurs des pays en développement d'accéder aux capitaux, au réseau et aux mentors nécessaires pour créer et développer leurs entreprises. L'événement mettra également en vedette des femmes chefs d'entreprise, des cadres du secteur privé, des ministres et des représentants clés du gouvernement. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire pour parler des problèmes de santé et de sécurité au travail auxquels fait face l'Afrique. Un salon est organisé à cet effet en Côte d'Ivoire, une occasion pour les acteurs du secteur d'échanger et de trouver des solutions afin de prévenir les accidents de travail. Reportage Jean-Louis Gbangbo de la RTI. Des démonstrations de secours d'accidentés, de maîtrise des feux domestiques, mais également des expositions de produits de sécurité au travail et de protection des personnes. La deuxième édition du salon Solutes Africa n'a pas dérogé à la règle. Une rencontre comme Solutes est une opportunité de réunir les acteurs concernés pour débattre des problématiques santé, sécurité, protection des personnes et des biens et proposer des solutions de maîtrise dans un schéma classique, de proposer en fin de compte des schémas au gouvernement. La gestion des risques santé et sécurité soulève en effet des enjeux de protection des travailleurs et des biens. En moyenne, nous avons 6 000 cas chaque année en matière d'accidents du travail et nous observons une dizaine, une vingtaine de cas de maladies professionnelles. Cela nécessite des frais, que ce soit des frais pour la Caisse nationale de prévoyance sociale, mais aussi des coûts qu'on peut appeler coûts indirects pour les entreprises, sans compter bien évidemment la souffrance des populations et la perte de productivité par exemple pour l'entreprise. Le Forum Santé et Sécurité réunit chaque année les professionnels du secteur tout en leur permettant d'échanger sur les pratiques et de proposer leurs solutions en matière de sécurité et de santé au travail. Nous participons à ce type de salon pour nous faire connaître davantage et de proposer nos expertises, nos produits et nos savoir-faire au grand public afin qu'ils évitent le pire chez eux. Selon les estimations publiées en 2017 par l'Organisation internationale du travail, OIT, 2,78 millions de travailleurs meurent chaque année par suite d'accidents et de maladies liées au travail. Ainsi se referme ce journal. Très bonne suite de nos programmes. Merci à vous, Amandine Agnambassou. C'était un plaisir de vous avoir eu dans le grand rendez-vous. Le grand rendez-vous qui se poursuit avec le dernier plateau ce soir, Expert. Hygiène numérique, tout le monde y est convié. Nous en parlons ce soir sur le plateau Expert, un plateau qui se conjugue au féminin. Nous recevons pour vous Awanabi Idrissou. Bonsoir. Bonsoir Agnès. Vous êtes blogueuse et membre du bureau AGEL. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est un plaisir partagé. Donc avec vous, on va s'intéresser à l'hygiène du numérique. Et en tant que blogueuse, vous y êtes confrontée chaque jour. Oui. Dites-nous en quoi c'est si important. C'est d'abord quoi l'hygiène numérique? Alors, déjà, à la base, c'est quoi l'hygiène? C'est le fait que chacun s'entretienne.
entretienne son corps, son environnement pour pouvoir prévenir une bonne santé. Et c'est comme ça aussi sur Internet qu'il faut entretenir nos actions, notre vie sur Internet pour que notre vie privée soit protégée parce que nos données sont exposées sur Internet. Oui, mais c'est un concept très innovant puisqu'avant on n'en parlait pas. Comment est-ce que ce concept est apparu? À quel moment on a ressenti le besoin d'avoir une hygiène numérique? Alors, de plus en plus, il y a des plateformes qui naissent, des sites Internet, les réseaux sociaux. Et tout le monde s'affiche sur ces différentes plateformes-là, alors que en même temps, ces différentes plateformes-là, malgré qu'elles soient gratuites, exploitent nos données. Alors, je pense que c'est de là que la notion de cybersécurité est apparue, parce qu'il faut, au-delà du fait de bénéficier des services de ces plateformes-là, se protéger pour que nos données ne soient pas surexploitées. D'accord. Donc, c'est une façon de se préserver, de préserver sa vie sur les réseaux sociaux. Exactement. Et de se préserver aussi des pirates, par exemple, parce que quand on ne prend pas les dispositions rapidement, des comptes sur les réseaux sociaux sont piratés, on reçoit, parfois même toute une entreprise est piratée, son système d'information est piraté, elle perd ses données, son argent parfois, parce que ça peut aller du plus basique, les données personnelles, à des données confidentielles, exactement. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des bonnes pratiques en la matière? Évidemment qu'il y a des bonnes pratiques en la matière. Le plus commun de ce qu'on fait sur Internet, c'est surtout les réseaux sociaux. D'accord? C'est les réseaux sociaux. Et en termes de bonnes pratiques sur les réseaux sociaux, par exemple, il est conseillé déjà d'utiliser différents mots de passe. Vous êtes sur Facebook, vous êtes sur Instagram, il faut que vous ayez différents mots de passe. Dernièrement, lors d'un programme, on a remarqué que les gens utilisent leur numéro pour créer des comptes et utilisent leur numéro comme mot de passe. C'est très dangereux, c'est une pratique très dangereuse parce que quelqu'un qui a ton numéro donc, peut accéder facilement à ton compte Facebook. Voici autant de techniques qu'on peut utiliser, les mots de passe, les cookies. Ce sont de petits fichiers qui sont sur les différents sites où on va, qui s'installe sur notre ordinateur ou notre smartphone et qui conserve les données, qui sait ce qu'on fait sur Internet. Donc, à chaque fois, nous devons aller dans les paramètres de nos navigateurs pour supprimer les cookies, pour qu'ils n'enregistrent pas plus d'informations qu'il nous faut. D'accord, mais tout ce que vous dites, vous le dites si bien, mais ça fait peur quand même, puisqu'on passe énormément de temps aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est vraiment possible? Vous y croyez d'avoir une bonne hygiène numérique? Oui, c'est possible. Je pense que ceux qui sont dans le domaine essaient quand même de respecter. C'est pour cela qu'il faut faire une large vulgarisation de ces bonnes pratiques-là pour que tout le monde s'y mette. Tout le monde s'y mette parce que tout le monde est exposé. Et il n'y a pas de personne qui ne soit pas exposée s'il ne prend pas des dispositions adéquates. Donc, si on veut et qu'on a accès à ces bonnes pratiques-là, je pense qu'on peut y arriver à prendre des mesures pour que nos données personnelles soient sécurisées, pour que n'importe qui n'aille pas sur notre page, par exemple, collecter des informations sans qu'on ne le sache, pour que des personnes mal intentionnées ne nous envoient pas des mails avec des liens pour pouvoir s'infiltrer dans notre système et avoir des informations. D'accord, tout ça c'est toujours pour avoir la même mise sur vos données, sur ce que vous faites et sur les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'il y a des risques lorsqu'on n'entretient pas son hygiène numérique? Eh bien, il y a plein de risques. Comme je l'ai dit, nous sommes tous exposés. Par exemple, à quel risque, par exemple? À quel risque? Le risque d'être piraté, par exemple. Je connais une personne qui a déjà 3 différents comptes Facebook, parce qu'à chaque fois, il me dit que son compte a été piraté. Comment tu fais? C'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, le numéro dans les 2 cas pour s'inscrire et comme mot de passe. Ce n'est pas bien. Aujourd'hui, on parle de phrase de passe. Plus c'est compliqué, plus le mot de passe est bon. Donc, les gens qui ont peur des mots de passe compliqués, il ne faut plus avoir peur de mots de passe compliqués. On a peur d'oublier parce que quand on oublie aussi, c'est compliqué. Justement, quand on a des mots de passe compliqués, il y a des outils aussi pour nous aider à gérer ces mots de passe-là. Donc,
tout ça, c'est des compétences aussi qu'il faut acquérir progressivement. Et comment on les a, ces compétences? Comment est-ce qu'on les acquiert? Ok, la base, c'est Internet. Tout ce qu'il faut connaître sur Internet est sur Internet. D'accord. Oui, parce qu'il suffit d'une simple recherche sur Google pour que vous ayez déjà quelques orientations, histoire de prendre connaissance avec la chose avant même d'avoir des conseils de personnes plus averties. Donc, la base même, c'est se renseigner, se renforcer à travers Internet. Il y a même parfois des MOOC, ce qu'on appelle des formations gratuites sur Internet. Quand on cherche bien, on arrive à trouver ce type de formation-là pour se renforcer. Il ne faut pas forcément être dans le domaine pour pouvoir acquérir ce type de compétences-là. Donc, la base, c'est ça, se renseigner et se faire former ensuite. Se faire former, il y a des experts, il y a des organisations qui organisent de manière fréquente des formations. Je ne vais pas citer d'organisations ici, sinon plusieurs organisations, plusieurs réseaux organisent des formations de manière périodique destinées aux jeunes. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit jeunes, on les trouve où? Sur les réseaux sociaux. Et s'ils ne savent pas, souvent on y va sans un b.a.-ba. S'ils ne savent pas comment se prévenir de certaines situations, rapidement ils tombent dans des dégâts. Oui, on voit souvent des personnes voir leur donner leur intimité, parfois dévoilée sur les réseaux sociaux. Exactement. Parce que quelqu'un a piraté leur compte et tout. Donc, qu'on le veuille ou pas, il faut qu'on en parle. Mais déjà, dites-nous, vous-même en tant que blogueuse, est-ce que tous les jours, vous êtes confrontée à ces problèmes d'hygiène du numérique? Alors, moi-même en tant que blogueuse, personnellement, non. Mais des collègues, ils sont confrontés. Et je me rappelle qu'un temps, j'ai failli perdre mon compte Twitter parce que des gens m'ont sûrement signalé et cela a signalé à Twitter qu'il y a une personne indésirable. Souvent, c'est comme ça. Quand on ne veut pas de vous sur un réseau social, il suffit de vous. Même sur Facebook, on signale les personnes. Donc, plusieurs fois, Twitter m'a refusé l'accès de mon compte. Mais il a fallu que je fasse plusieurs tentatives et que j'aille même à leur écrit avant d'avoir de reprendre l'accès sur mon compte. D'accord. Maintenant, en termes d'hygiène numérique, qu'est-ce qu'il faudrait que les téléspectateurs puissent retenir de façon concrète? Là, tout de suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est aller souvent dans les historiques, supprimer l'historique très souvent parce que ce sont des données qui sont enregistrées. Et quand vous allez sur un site, à chaque fois, ça s'enregistre. Donc, vider très souvent l'historique. Sur les réseaux sociaux, avoir différents mots de passe sur les différentes plateformes, là, c'est plus sûr. Quand on vous envoie des messages, des liens, ne pas cliquer automatiquement. S'assurer de la crédibilité de ce lien-là avant de cliquer. Parce que c'est comme ça, les cybercriminels procèdent aussi pour vous avoir facilement. Souvent, on met opportunité, clique ici pour gagner de l'argent, gagner un billet. Faisons très très attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc, faisons attention à ne pas cliquer sur ces liens-là. Et mettre à jour aussi ces logiciels, son système sa plateforme sur son ordinateur comme son portable, les mettre à jour l'antivirus aussi. D'accord, mais l'antivirus, souvent, on le préfère quand il est gratuit. Est-ce que quand il est gratuit, il n'a pas aussi des difficultés? On dit quand un produit est gratuit, c'est vous le produit. Quand quelque chose est gratuit, c'est vous le produit. Quand l'antivirus est gratuit, c'est clair qu'il y a des risques. Donc, ce qu'on conseille, c'est un antivirus bien payé avec une licence, c'est plus sûr. C'est plus sûr. Alors, on a compris que l'hygiène numérique aujourd'hui, c'est devenu incontournable pour tous ceux qui vont sur les réseaux sociaux. Oui. Mais les personnes de cet âge vous diront, qu'est-ce que moi je fais sur les réseaux sociaux? Je n'ai pas besoin de prendre tous ces gâteaux. Est-ce que tout le monde est concerné par l'hygiène du numérique? Toute personne qui a un portable ou un ordinateur est concernée. Ah d'accord. Il ne faudrait pas forcément être très actif. Non, pas forcément. Ce n'est pas forcément les réseaux sociaux. Quand je parle, je dis souvent plateforme aussi. Donc, les sites internet, les sites sur lesquels on va pour faire des recherches simplement. Parce que c'est dans la stratégie d'acquisition de données de beaucoup de plateformes,
Il suffit d'aller sur une plateforme concurrente, par exemple, pour que eux aussi, ils voient un peu que vous vous intéressez à tel domaine, donc ils peuvent aussi venir vers vous solliciter. Exactement. D'accord, mais souvent on a parlé là des astuces en tant qu'individu. Est-ce que les entreprises, parce qu'aujourd'hui aussi nous avons des entreprises qui se retrouvent sur le numérique, à travailler sur le numérique, est-ce qu'en tant qu'entreprise, il y a d'autres normes à respecter pour l'hygiène du numérique? En tant qu'entreprise, je pense qu'il faut forcément aller vers les experts qui vont installer des systèmes d'exploitation sécurisés afin de vraiment mettre des balises pour que nous ne soyons pas exposés. C'est ce qui est conseillé et il faut un budget avec. Très souvent, on néglige le budget qui va côté information, communication, alors que c'est très important. Donc, prendre des dispositions, recueillir les avis d'experts et les compétences d'experts pour pouvoir se sécuriser aussi. Merci à Wanabi Idrissou, vous êtes blogueuse et membre du ROAGEF. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Avec vous, on s'est intéressé à l'hygiène du numérique. Tout le monde y est convié, c'est ce qu'on retient de ce plateau. Et c'est ainsi que s'achève le bal des plateaux sur le grand rendez-vous, en tout cas pour le numéro de ce soir. Nous faisons ensemble le rappel de la météo. Merci de nous avoir été fidèles tout au long de la semaine. On se retrouve encore semaine prochaine pour d'autres numéros et d'autres sujets à débattre sur le grand rendez-vous. En attendant, prenez du plaisir à suivre les programmes de BP24.